Pour la plupart d'entre nous, la maison hantée, c'est une attraction divertissante dans un parc d'amusement. Pour d'autres, c'est une réalité plutôt effrayante. Et pour d'autres encore, c'est un sujet fascinant qui permet d'alimenter les meilleures légendes urbaines. Le sanatorium de Waverly Hills au Kentucky est reconnu comme étant un des lieux les plus hantés au monde. Au début du 20e siècle, on y traitait les gens atteints de tuberculose, qui était une des maladies les plus mortelles de l'époque. On raconte que 63 000 personnes sont mortes dans cet établissement. On dit aussi que plusieurs patients ont servi de cobayes à des expériences médicales étranges, comme la thoracoplastie, qui consistait à scier les côtes pour permettre aux poumons de se dilater. Seulement 5 des patients survivaient à ces opérations. C'est du moins ce qu'on prétend. On prétend aussi que les autres, ceux qui en mouraient, ne quittaient pas les lieux pour autant. On raconte en effet que les âmes perturbées des gens qui ont vécu d'atroces souffrances hantent toujours le sanatorium. Et un promoteur immobilier a appris à ses dépens que les légendes entourant ce lieu n'en étaient peut-être pas finalement. Le site était abandonné depuis plusieurs décennies quand il a mis la main dessus pour une somme ridicule. Il comptait faire un énorme profit en le revendant. Et comme le triste passé de Waverly Hills remontait aux années 40, le promoteur se disait que toutes ces histoires d'opérations macabres et de maladies contagieuses n'allaient pas décourager les clients potentiels. Il a donc organisé une visite des lieux avec un homme d'affaires très intéressé à acquérir l'édifice pour le transformer en complexe hôtelier. Tout allait bien. Le client était impressionné par la grandeur des lieux et ses possibilités, jusqu'à ce qu'il passe devant une chambre d'où provenait une brise très froide. La fenêtre de la pièce était grande ouverte et de la neige recouvrait même le sol. Le promoteur a fermé la fenêtre. En sortant, il a entendu quelqu'un grelotter tout près de lui. Il a cru que c'était le client, mais ce dernier continuait sa visite un peu plus loin. C'était probablement une illusion. Mais il n'en était rien. Quelqu'un avait vraiment grelotté près de lui. Le promoteur ne savait tout simplement pas qu'à l'époque, l'un des traitements fort controversés de la tuberculose consistait à exposer les patients à l'air glacial. Et il n'est pas rare qu'on en retrouvait complètement gelé, recouvert de neige. Les deux hommes ont continué leur visite. Et là, quelques mètres plus loin, un chariot est passé derrière eux. Cette fois-ci, le client a vu la même chose que le promoteur. Personne ne poussait le chariot. L'homme a expliqué à son client que c'était probablement un squatteur qui voulait les effrayer. Il y en avait toujours dans les immeubles abandonnés. Le client n'était pas particulièrement rassuré. Surtout quand il a senti une main dans son dos le pousser violemment. Mais encore une fois, il n'y avait personne derrière. Le promoteur, voulant changer les idées de son client, l'a entraîné sur un autre étage. Arrivé en bas de l'escalier, un bruit a attiré le client. Une chaise venait de se renverser dans une pièce qui aurait pourtant dû être vide. Le corps d'une infirmière pendue s'est mis à se balancer devant le client. Il y avait un détail que le promoteur avait gardé pour lui. Cette chambre en bas de l'escalier était une pièce maudite. Une infirmière particulièrement sadique s'y était suicidée, voulant échapper à une enquête sur les mauvais traitements ayant eu cours au sanatorium. La vision d'horreur du client n'a duré que quelques secondes. Mais il en avait assez enduré pour la journée. Il a mis fin à la visite sur le champ. D'ailleurs, cette expérience a mis fin à toutes les visites. Aucun autre acheteur ne s'est présenté pour acheter ce lieu hanté. Depuis, le promoteur a fait faillite. Il ne lui reste plus que le sanatorium, qu'il squatte avec les anciens pensionnaires et employés.
L'endroit qui a été réputé le plus hanté du monde pendant des années, c'est le presbytère de Borley, en Angleterre. Il y avait une religieuse. Je me rappelle pas si elle s'était enfuie avec un moine, mais elle a fait quelque chose de pas correct. Elle avait été emmurée, je crois, dans l'église tout près, ou même enterrée sur le terrain. Bref, elle n'avait arraché, la pauvre vieille, là. Et on voyait à l'occasion son fantôme, tout ça. Et le presbytère de Borley, moi, à ma connaissance, ça a toujours été l'endroit le plus réputé, le plus hanté. Par contre, actuellement, il est détruit parce qu'il était incendié à un moment donné et ils ont rasé ce qui restait, là. Alors, c'est possible qu'un autre prenne la relève. Les sanatoriums et les hôpitaux sont des lieux où il y a beaucoup de souffrance, où il y a beaucoup de morts qui surviennent. C'est des lieux qui sont chargés de la peine, non seulement des mourants, mais de leurs familles. Ajouter à ça des archétypes très connus comme le médecin fou ou l'infirmière sadique, par exemple, et la table est mise pour un lieu hanté à souhait. Par ailleurs, on ne s'étonne pas que certaines personnes décédées reviennent hanter les vivants, surtout dans le cadre d'un sanatorium, par exemple, parce que souvent les traitements pour la tuberculose étaient proprement médiévaux. Les lobotomies également qu'on pratiquait à l'époque étaient des interventions qui s'apparentaient presque à de la boucherie. Une des interventions qui a été le plus pratiquée était la lobotomie transorbitale. Alors, on prenait un pic à glace, on l'insérait dans l'orbite du patient, on frappait avec un maillet pour sectionner certains conduits nerveux. Il y en a plus de 100 000 qui ont été pratiqués pendant une période de 10 ans, aux États-Unis seulement. Bien, on a parlé à un moment donné, ça a été d'ailleurs dans le journal Le Soleil, qu'à l'Enfant Jésus, à Québec, à l'hôpital de Québec, il y avait une chambre où une dame blanche était vue. Il y a différents malades qui l'avaient vu, différents patients. C'était sur un même étage, dans un même département. C'était très, très localisé. Et je crois même que dans le garde-robe, les supports avaient brassé, par exemple, des choses comme ça. Et quelques légères manifestations qui annonçaient rien, là. La personne dans le lit qu'ils voyaient ne mourrait pas nécessairement. Il n'y avait pas de catastrophe au bout de cette histoire-là. Et je crois qu'ils ont fait bénir ou quelque chose comme ça, mais ça s'est arrêté. Le phénomène est supposément terminé, là. Ça m'a fait penser à un cas, moi, le cas du musée du Château-Ramsay. Une histoire étrange parce que au musée du Château-Ramsay, ce serait l'ancienne gardienne du musée, Miss O'Dowd, qui entrait les lieux. Et dans la cuisine d'aujourd'hui, la cuisine du musée du Château-Ramsay, où les employés vont manger, longtemps, il y a eu des odeurs, une genre d'odeur d'ammoniac ou de soufre. Et ils ont lavé le frigo. Ils pensaient que c'était quelque chose qui avait pu pourrir dans le frigo. Ils ont lavé le frigo, ils ont ouvert le moteur, ils ont fait venir des techniciens pour essayer de voir s'il y avait un gaz quelconque qui émanait du moteur du frigo. Il n'y avait rien à faire. Et à un moment donné, les gens ont traversé, sont allés de l'autre côté. Et l'autre côté, c'était la chambre où Miss O'Dowd dormait quand elle demeurait au musée. Parfois, elle demeurait sur place et elle demeurait sur place. Et ils ont réalisé que la fameuse odeur de soufre était aussi de ce côté-là. Et ce qu'ils en ont conclu, finalement, que c'était peut-être la présence de Miss O'Dowd, parce que les spécialistes en fantômes disent souvent qu'une entité qui va passer près de vous, parfois, va laisser derrière elle une odeur de soufre. La chambre 502 du Waverly Hills serait particulièrement hantée. Il y a une des infirmières qui aurait étranglé un poupon, l'aurait jeté dans un puits, après quoi elle se serait pendue. Les visiteurs s'attardent particulièrement à la chambre 502, qui leur offre des sensations beaucoup plus variées que les autres chambres. Des frissons, des sons étranges. Cette chambre-là exerce une fascination vraiment particulière. Le psychologue Richard Wiseman, qui est un psychologue britannique, s'est penché beaucoup sur les impressions d'existence de phénomènes de maisons hantées ou de phénomènes de médiumnité ou des phénomènes de ce genre-là. Une des expériences qui a été réalisée, c'était qu'on plaçait des gens dans un cercle puis on leur faisait croire qu'il y a des objets qui bougeaient. Puis après la séance, même si les objets n'avaient pas bougé en réalité, les personnes disaient qu'ils avaient vu les objets bouger. Donc, juste par le pouvoir de la suggestion, juste en suggérant des phénomènes, en croyant qu'un phénomène peut arriver, on peut l'observer même si ce phénomène-là n'a pas lieu en général.
Votre cas aux États-Unis me rappelle un autre cas dont j'ai entendu parler qui est assez fascinant. C'est l'histoire d'une dame qui avait un manoir. Je me souviens pas du nom de la dame, là, mais et elle disait à qui voulait l'entendre que son manoir était hanté. La dame était très âgée. À un moment donné, elle a décidé de vendre le manoir. Elle avertissait les gens qui venaient visiter. Mon manoir est hanté, mais c'est des bons gentils fantômes. Ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui ont décidé d'acheter le manoir. Quand elle leur a dit ça, ils ont éclaté de rire. Ils ont acheté le manoir. Quelques semaines après, les portes se sont mises à claquer, les fenêtres à fermer, et ils n'aimaient pas ça du tout. Donc, ils ont poursuivi la dame pour être remboursés. Et la dame a dit, écoutez, je vous l'avais dit. Alors, ils se sont trouvés devant la cour et le juge a statué que, dorénavant, quand une maison devait être hantée, que les gens devaient l'écrire sur le contrat de vente parce que sinon, verbalement, c'était pas correct. Mais ce que ça faisait officiellement aux États-Unis, c'est qu'un juge venait de statuer que les fantômes existent. Tu sais qu'il n'y a pas juste les sanatoriums pour abriter des fantômes. Hein? Il y a aussi des manoirs de riches héritiers. En fait, je t'explique. C'est l'histoire de Sarah Winchester, qui est l'héritière de la célèbre famille Winchester, la compagnie d'armes à feu. Elle a eu une vie assez tragique. En fait, sa fille est morte très jeune, puis quelques années plus tard, son mari est décédé aussi. Là, elle était convaincue que la malédiction s'abattait sur elle, tu sais. Fait qu'elle est allée consulter un médium. Sauf que le médium lui a donné un conseil assez étonnant. Il a demandé de bâtir une maison qui pourrait abriter tous ces fantômes qui s'acharnaient sur elle. Et il a expliqué aussi que les fantômes, en fait, c'était les âmes des personnes décédées à cause des armes à feu de la compagnie Winchester. Alors, elle l'a fait. Elle s'est mise au travail tout de suite. Le problème, c'est qu'elle a passé sa vie à agrandir cette maison-là, puisqu'il y a toujours eu de plus en plus de gens qui mouraient à cause des armes à feu, tu comprends? Alors, elle aurait passé sa vie, 40 ans, jusqu'à sa mort, là, à agrandir cette maison-là, puis qu'à la fin, la maison s'étendait sur 6 acres, puis comportait 160 chambres. Méchant labyrinthe. Après la pause, une auberge qui n'apparaît sur aucune carte touristique. Les maisons hantées, c'est amusant de les visiter. Mais quand c'est notre maison qui est hantée, c'est un peu moins drôle. Comme ce qui est arrivé à cette propriétaire qui voyait le visage d'une femme se former sur une des tuiles du comptoir de sa cuisine. Elle avait beau laver et laver encore, le visage réapparaissait toujours, comme s'il venait de l'intérieur de la tuile d'ardoise. Elle a donc décidé de prendre les grands moyens. Elle a recouvert son comptoir de ciment. Non seulement le visage est réapparu, mais d'autres visages ont commencé à se former à travers le plancher de la cuisine. Un éminent parapsychologue a été appelé sur les lieux pour mener une enquête, mais aucune analyse n'a pu déterminer la cause des apparitions. La rumeur veut qu'on ait creusé le sol et qu'on ait découvert quelques ossements. En effet, la maison avait été bâtie sur l'emplacement d'un vieux cimetière datant du 11e siècle. Alors, la maison Visage, ce n'est pas une légende urbaine parce qu'elle a vraiment existé. C'est à Cordoue, tout près de Cordoue, en Espagne, en tout cas. Et c'est une dame qui, effectivement, un beau jour, bon, mais passe tout simplement son balai, puis la voit une forme qui commence à se faire sur le plancher. Et là, ça devient un visage, mais ça devient un visage clair, là. Parfois, on peut parler de Rorschach, d'une tache d'encre qu'on associe à un visage, mais les visages qui sont formés étaient quand même assez clairs. Et on dit qu'il y aurait eu un cimetière en dessous. Mon problème, c'est que comme un cimetière, c'est pas juste un pâté de maison. Les autres maisons autour n'ont jamais eu ce phénomène-là. Donc, était-tu sur une tombe en particulier ou sur quelque chose qui créait le phénomène? Bref, l'histoire du cimetière, supposément en dessous, explique pas grand-chose parce que tout le monde aurait été infecté dans le coin de maison. Les hôtels hantés de par le monde, il y en a des centaines. Il y en a même des célèbres au Canada. Par exemple, on dit que l'auberge Bala Bala Inn de Muskoka, en Ontario, serait hantée par son fondateur, qui allume la télé de la chambre 319 à toute heure du jour et de la nuit. Quant au Fairmont Royal de Vancouver, il serait hanté par l'esprit d'une de leurs clientes régulières, maintenant décédée, Jenny Pearl Cox, qu'on appelle la Dame en Rouge. Elle apparaît parfois au bout du lit qu'elle occupait autrefois, assurant un réveil horrifiant aux clients. Un séjour qui donne tout aussi froid dans le dos attend les deux femmes de notre prochaine légende. Il paraît qu'il y a des endroits qu'on trouverait seulement après avoir pris le mauvais chemin. Des endroits qui apparaissent sur aucune carte. Des endroits d'où on reviendrait jamais. Du moins, si on s'en échappe, on serait plus tout à fait la même personne au retour. C'est ce que deux femmes, une fille et sa mère, ont probablement vécu. Elles visitaient la campagne européenne quand elles se sont perdues.
Elles ont abouti dans une auberge très isolée. Le commis qui les accueillit était très chaleureux. Puis il y avait juste elle comme cliente pendant cette période-là, alors il allait pouvoir leur être totalement dévoué. Il leur a fait signer le registre, leur a remis les clés, en leur promettant un séjour inoubliable dans cette contrée isolée. Il pouvait même les guider au village s'il voulait. La mère, qui commençait à se sentir fatiguée puis qui toussait beaucoup, avait pas envie de visiter les alentours. Elle allait plutôt se reposer. Un peu plus tard dans la journée, la fille a constaté que sa mère était vraiment mal en point. Elle faisait de la fièvre puis elle avait du mal à respirer. L'aubergiste était inquiet, alors il a appelé le médecin du village. Il lui a décrit les symptômes de la femme. Le médecin lui a dit qu'elle devait prendre un médicament puis que c'était urgent. La pharmacie la plus proche était à 10 km de là. Alors la fille est partie sur le champ, laissant sa mère toute seule avec l'aubergiste. Une heure plus tard, elle revient à l'hôtel avec le médicament. En entrant, elle sent que quelque chose n'est pas normal. L'atmosphère est lourde. Elle est frappée par l'attitude du commis. Il est très distant, comme s'il ne la reconnaissait pas. Elle demande la clé de la chambre de sa mère, mais le commis la regarde sans comprendre. Elle répète « La clé de la chambre de ma mère, s'il vous plaît. J'y apporte ses médicaments. » Elle prend le registre pour lui indiquer qui elle est, mais toutes les signatures ont disparu. Le commis lui répond qu'aucune femme malade habite ici, qu'aucun client est venu depuis des années. Paniquée, elle arrache la clé au mur puis elle monte les escaliers en vitesse pour rejoindre sa mère. Arrivée devant la porte de la chambre, elle constate qu'il n'y a plus de serrure. Elle ouvre en s'attendant au pire, mais elle n'aurait pas pu prévoir ce qui l'attendait. Non seulement sa mère était plus dans son lit, mais la pièce était complètement changée. Du rose était passé au bleu. Puis, de toute évidence, personne n'y avait mis les pieds depuis longtemps. Elle redescend en panique. Elle essaie de sortir, mais la poignée tourne pas. Le commis derrière elle dit « Vous ne sortirez jamais d'ici. » En effet, la fille avait basculé dans une autre dimension. Dans un monde parallèle où ce voyage-là, avec sa mère, avait jamais eu lieu. Cette légende-ci nous donne à voir une protagoniste dont on peut douter de l'équilibre mental. Il y a le spectre de la folie qui plane. Est-ce qu'elle est vraiment arrivée à l'hôtel avec sa mère ou est-ce qu'elle était seule et s'est fantasmée une mère? Il y a le réalisateur Alfred Hitchcock qui a déjà fait un film avec une prémisse similaire. Le film s'appelle « Une femme disparaît ». Dans ce film-là, on avait une jeune femme qui voyageait par train, qui faisait la connaissance d'une vieille dame qui partageait le même compartiment qu'elle. Elle s'endort et à son réveil, la vieille dame a disparu et personne dans le train ne semble avoir vu cette vieille dame-là. On apprend par la suite que la vieille dame a été cachée par des espions. Ça se déroule pendant la guerre. Donc, la femme n'est pas folle. Si on parle de disparition de personnes comme ça, oubliez ça. Là. Dans les maisons hantées, les gens ne disparaissent pas, encore bien moins 2 personnes, entre autres, qui ne peuvent plus sortir d'un endroit. C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait des recherches. Là. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui devaient aller dans cette auberge-là et qui ne sont jamais ressortis? Mais où on parle d'un tueur en série, peut-être. C'est peut-être plus facile de penser à ça que de penser paranormal. Parce qu'au niveau des disparitions, même les objets, j'ai de la difficulté à parler de disparition d'objets dans des lieux hantés. Ça va se déplacer beaucoup plus, on observe ça, ou ce qu'on appelle le juggling. Donc, un objet disparaît, réapparaît à un autre endroit un petit peu plus tard, mais c'est toujours des petits objets là, qui sont... Bon, ça peut même arriver dans les endroits qui sont pas hantés. Là. On laisse les clés sur le bureau, on est certain de notre affaire, hop, on les retrouve dans le panier à linge, dans la salle de bain. Donc ça, en termes paranormal, on appelle ça le juggling. C'est relativement quotidien. Mais disparition de personnes, de mémoire ou de connaissance, là, il n'y a pas de disparition associée à des maisons en particulier ou des maisons hantées comme telles. Là.
L'histoire de l'auberge perdue, si elle était vraie, la seule personne qui pourrait en témoigner, c'est la fille en question qui était supposément avec sa mère. Donc, on aurait juste un témoin qui pourrait faire ces affirmations-là. S'il y a juste une personne qui affirme quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire, la conclusion qui est la plus crédible, c'est que cette personne-là souffre de problèmes mentaux ou a imaginé des choses ou il pourrait avoir toutes sortes de raisons liées au cerveau. La femme qui revient à l'auberge mentionne que le feeling est étrange. Tu sais, il y a une atmosphère étrange. Ça m'a curieusement rappelé la fameuse affaire du Trianon de Versailles, où il y a deux Anglaises, jadis, je me rappelle plus en quelle année, peut-être 50, 60, je me rappelle plus trop. Donc, il y a deux dames qui viennent visiter les jardins de Versailles, comme ça se fait par plusieurs touristes à chaque année et tout. Et là, à un moment donné, sensation étrange. C'est comme si le paysage était flou un petit peu, là. Bref, c'est drôle, mais enfin, tout va bien quand même, il fait beau, la vie est belle. Alors, ils continuent. Et là, tiens, un jardinier, habillé comme à l'époque. Oh, c'est cute. Ils ont déguisé des comédiens et tout. Alors, ils continuent leur visite et à un moment donné, petit à petit, la fameuse sensation étrange disparaît. Et là, rencontre le gardien, elle a sorti du jardin de Versailles et tout. Il dit, hey, vos comédiens là, déguisés, fantastiques. Il dit, pardon? Vos comédiens déguisés, là, très, très beaux, ça nous mettait dans l'ambiance. Il n'y a jamais eu de comédiens déguisés ici, madame. Et là, ils ont contacté des parapsychologues et tout. On dit, là, regarde. Et c'est un cas qui semble authentifier qu'effectivement, les dames se sont retrouvées à une autre époque. Le temps peut peut-être se rejoindre. Si on imagine un film, le film une bande de films, et qu'on le replie, on va avoir deux images qui n'ont pas affaire dans le même temps, mais qui peuvent se rejoindre. Ça se peut que l'espace-temps fasse quelque chose comme ça. On a quelques cas extrêmement intéressants comme ça qui ont été rapportés au fil de l'histoire. En physique, l'hypothèse qu'on pourrait passer dans une autre dimension est plutôt farfelue, parce que ça voudrait dire en fait qu'il existerait un monde parallèle qui serait similaire. S'il y a vraiment des univers parallèles, on devrait observer que parfois l'énergie n'est pas conservée parce qu'elle serait disparue dans l'autre univers. C'est des choses qu'on n'observe jamais. Les lois de la physique sont en général respectées. Quand elles ne sont pas respectées, c'est encore des incompréhensions qu'on a, sauf que ça ne peut jamais être expliqué pour l'instant par l'existence des univers parallèles. Il y a aussi une autre variante qui veut que la jeune femme qui revient avec des médicaments pour sa mère et se bute au mensonge du personnel découvre plus tard que sa mère a été transportée ailleurs parce qu'elle souffrait d'une maladie contagieuse. Et le personnel de l'hôtel et le médecin ne voulaient pas risquer une contagion générale. Donc, ils préféraient faire croire à la jeune femme qu'elle était folle plutôt que de lui dire la vérité. En Estrie, au début des années 80, il existait une auberge hantée. Ah ouais? Hein? Tu sais, des portes barrées qui sont tout seules, des bruits de pas qu'on entend quand il n'y a personne. Ah ouais? Ouais, des murmures qui viennent de la cave. Le fantôme qui hantait l'auberge, c'était celui d'une dénommée Charlotte. Okay. Dans les années 1900, il y avait une ferme, puis c'était Charlotte qui était la propriétaire. Okay. Puis elle vivait avec son fils. Son fils, il l'a assassiné à coups de hache. La ferme a brûlé. Le terrain est resté abandonné pendant une couple d'années. Puis après ça, ils ont construit l'auberge. C'est là que la Charlotte a recommencé à venir faire son petit tour de temps en temps. Il y a plusieurs clients qui jurent l'avoir entendu pleurer, puis même avoir aperçu une silhouette de femme ensanglantée dans les couloirs. Mais la Charlotte est restée pas mal tranquille depuis une vingtaine d'années parce que en 1988, les propriétaires ils ont engagé un médium du lac Brome pour s'en débarrasser. Il faut croire que ça a marché parce que la Charlotte est pas mal discrète depuis ce temps-là. En tout cas, c'est ce que les propriétaires disent à leurs clients. Au retour de la pause, une mélodie envoûtante. Dans une maison hantée, tout peut être hanté. Les murs qui résonnent, les portes qui claquent, ou un tableau qui vous observe. Mais un piano, est-ce que ça peut être hanté? C'est du moins ce que prétend notre prochaine légende. Ça se serait passé à Londres, et une certaine Rosemary Brown aurait été la victime de cette hantise bien particulière. Une jeune femme voulait apprendre le piano. D'ailleurs, enfant, elle rêvait souvent qu'elle faisait des grands concerts classiques.
Elle était très mauvaise musicienne, mais elle avait consacré la totalité de son premier chèque de paye à l'achat d'un piano qu'elle avait installé dans son salon, puis auquel elle n'avait jamais osé toucher. Jusqu'au jour où elle s'est enfin décidée à suivre des cours. Chaque jour, après le travail, elle s'installait devant son piano pour pratiquer avec un professeur. Le prof était découragé. Les morceaux connus qu'il lui faisait jouer étaient méconnaissables et vraiment insupportables à écouter, vu son manque flagrant de talent. Un jour, le professeur a décidé de mettre fin au cours. Il se sentait mal parce qu'il voyait bien que la jeune femme voulait apprendre, mais elle n'arrivait même pas à saisir les gammes de base. Les leçons menaient nulle part. Ils perdaient leur temps tous les deux. Il était sur le point de quitter la maison quand elle s'est mise à jouer un morceau classique à la perfection. Le professeur a reconnu une œuvre célèbre composée 100 ans plus tôt par un virtuose autrichien, Franz Liszt. En revenant sur ses pas, il a découvert son élève complètement absorbé qui frappait frénétiquement les touches, maîtrisant parfaitement la partition. Subitement, comme si elle se réveillait, elle a arrêté de jouer. Le professeur lui a demandé pourquoi elle lui avait caché ce talent-là. Elle n'en avait aucune idée. Le lendemain, le professeur découvre son élève penché au-dessus d'une partition très complexe de Franz Liszt. Elle, qui connaissait pratiquement rien à la musique quelques jours plus tôt, était en train de corriger une portée comme seul le grand compositeur aurait pu le faire. Le professeur est estomaqué. Soudainement, la fille arrête d'écrire. Elle sursaute même en voyant son professeur. Elle était trop concentrée, puis elle l'avait pas vu arriver. Il lui demande de jouer comme la veille. Il tient à l'enregistrer. La fille s'installe, mais elle bloque. Elle a perdu tous ses moyens. Son jeu est médiocre, comme au début. Elle se fâche, elle lance les partitions. Elle n'a plus jamais voulu jouer devant son professeur. Le professeur, lui, trop intrigué par le talent momentané de son élève, a examiné les partitions. Il les a même fait authentifier. Elles étaient bel et bien signées par le grand maître Franz Liszt lui-même. Le prof a fini par comprendre que le célèbre compositeur avait jamais cessé de jouer, même de l'au-delà. Il s'agit de l'histoire de Rosemary Brown. C'était une médium, une prétendue médium en fait, qui disait qu'il avait des contacts avec des pianistes comme Liszt, des compositeurs comme Liszt, Beethoven, etc., etc. Et supposément, ces auteurs-là venaient lui dicter des pièces. Quand elle a commencé à faire ça, elle était âgée d'environ de 50 ans, en fait. Elle avait dit initialement aux médias qu'elle n'avait jamais vraiment joué du piano avant. Finalement, il s'est avéré qu'elle avait déjà eu des cours de piano, qu'elle avait une formation en piano, qui fait en sorte que c'est encore plus difficile de croire en cette histoire-là. Surtout maintenant, de nos jours, où on peut avoir accès à des cours pratiquement sur Internet ou n'importe où. Pas obligé de sortir de chez vous maintenant pour perfectionner un certain art. Alors, toujours essayer d'investiguer, est-ce qu'elle a déjà entendu parler, par exemple, telle langue que maintenant elle a développée? Et puis là, on se rend compte que oui, dans l'entourage, quand elle était petite, oui, des cas de réincarnation parfois, justement. On dit, ah, mon Dieu, elle parle telle langue, mais elle parle l'irlandais, oui, mais quand elle était jeune, on se rend compte qu'elle avait une nourrice irlandaise. Bon, bien là, peut-être toujours bien appris quelques mots à ce moment-là. Et souvent, c'est ça, c'est des gens qui, bon, elle était pianiste, la personne. C'est-à-dire qu'elle avait un piano. Donc, tu pratiques. Veux pas demander, t'acquiers une certaine dextérité, on l'espère, là. Donc, la théorie, c'est peut-être plutôt une espèce de passion pour un auteur ou un compositeur qui fait que, tiens, on se laisse inspirer, puis là, on ressent l'inspiration, puis on l'attribue peut-être à cette personne-là parce qu'on joue du même style, parce qu'on l'adore, cette personne-là. Il y a eu diverses réactions aux affirmations de Rosemary Brown et face à ses compositions aussi. Certains disaient que c'était presque impossible qu'une personne de son expérience puisse faire ce genre de composition-là. D'autres disaient que c'était relativement banal et quelqu'un qui avait le moindrement d'expérience pouvait faire la même chose. Donc, ça a été très controversé.
Cependant, ce qu'il faut réaliser, c'est que jamais il y a eu de composition qui était magistrale. Alors que les entités comme Liszt et Beethoven, s'ils sont vraiment dans l'au-delà, ils devraient avoir le pouvoir de composer des compositions qui seraient grandioses, comme jamais on a entendu. Une des particularités de Liszt, c'était sa manière de jouer. Il avait un frappé très violent sur les touches du piano. Si bien que des années plus tard, lors d'un concert amateur, un jeune homme qui jouait à la manière de Liszt, c'est-à-dire qui frappait de façon très violente sur les touches du piano, a vu le couvercle du piano se refermer tout seul. Et les gens qui étaient présents ont vu là un signe que le compositeur était parmi eux. Une anecdote par rapport à Rosemary Brown, c'est plusieurs années après la mort de John Lennon, celui-ci l'aurait contacté pour lui donner une nouvelle pièce musicale de son cru. Cependant, cette pièce musicale-là a été critiquée. En fait, certains ont dit que c'était la pire œuvre de John Lennon, si jamais c'était vraiment lui qui l'avait inspiré. Donc, ceci, c'est un autre indice que probablement que Rosemary Brown était simplement un humain totalement normal, qui n'avait aucun pouvoir et qui faisait seulement semblant de contacter des entités. Une autre histoire de piano hanté est plus contemporaine, celle-là. Elle concerne le site Craigslist, sur lequel un couple aurait vu une petite annonce intrigante. « Piano à donner, prenez-le s'il vous plaît ». Ne se posant pas plus de questions, le couple a accepté de prendre le piano chez eux. Et sitôt que le piano a été installé dans la maison, ils se sont mis à ressentir des symptômes désagréables, de la nausée, des maux de ventre, douleurs physiques assez fortes. Même qu'un téléphone cellulaire qui ne fonctionnait plus, qui n'avait plus de piles, s'est mis à sonner. La femme a regardé, il y avait un message texte. C'était écrit 666, le chiffre du diable. Pris de panique, le couple a contacté une équipe de chasseurs de fantômes. Ils sont venus inspecter la maison avec leurs instruments et rapidement, ils ont déterminé que la cause de ces manifestations-là se trouvait dans le piano, émanait du piano. Donc, on a sorti le piano dans la cour arrière, on l'a démonté et on l'a enterré dans le jardin en l'aspergeant généreusement de sel pour chasser les mauvais esprits, comme chacun sait. Et depuis ce temps, le couple vit dans la quiétude la plus totale. Après la pause, une boutique de jouets où on ne s'amuse pas. Il n'y a rien comme un bon film d'horreur pour nourrir la machine à rumeurs. Et les films qui ont le plus contribué à alimenter le dictionnaire des légendes urbaines sont probablement ceux de la série Poltergeist. Quelques jours après la sortie du premier film, l'actrice Dominique Doon, une des héroïnes, est étranglée en pleine rue par son fiancé. En 1985, peu après la fin du deuxième volet, Julian Beck, l'acteur qui incarnait le pasteur diabolique, meurt d'un cancer. Et avant que commence le tournage du troisième film, Will Sampson, qui jouait le sorcier indien, meurt des suites d'une opération. Finalement, au cours du tournage de Poltergeist 3, en 1987, la jeune actrice qui jouait Carol Ann est atteinte d'une étrange maladie. Elle en mourra en 1988, à l'âge de 13 ans. Il est vrai que toutes ces personnes ont connu des fins tragiques. L'histoire de Poltergeist est rigoureusement exacte. Ceci dit, la plupart des films à connotation surnaturelle ou démoniaque ne donnent pas lieu à des événements aussi tragiques. Si on pense à Mia Farrow, qui a interprété le rôle-titre dans le film Le bébé de Rosemary, Mia Farrow n'a jamais été victime de fausses couches et à ce qu'on sache, elle n'a jamais été engrossée par le diable non plus. Alors, si on parle de films dans lesquels on peut observer du paranormal, mais qui n'étaient pourtant pas reliés du tout à ce sujet-là, il y a 3 hommes et un bébé, la version américaine, avec Tom Selleck. Et pendant une des scènes, et personne sur le plateau, ni les acteurs, ni les caméramans, personne ne s'est aperçu de ça. Ça a été non seulement au montage, mais je pense même au visionnement complètement du film. On voit dans un mur du fond, au fond, il y a une fenêtre, et il y a un rideau, et on voit un petit garçon. Il bouge pas, il regarde tout simplement, mais il est vraiment clair. C'est pas on verrait la silhouette d'un petit garçon. Il y a carrément un petit garçon qui est là. Et ce qu'on rapporte, c'est que cette maison-là a été louée pour les fins du film. Et la dame avait perdu un petit garçon de cet âge-là qui ressemblait carrément à ça. Et personne ne s'en est aperçu au moment où ça s'est produit. Ça, c'est un cas extrêmement intéressant parce que le film n'était pas dédié à ça. Quand on parle d'un film dédié au paranormal, à l'étrange, au mystère, là,
on va chercher 20 ans plus tard, l'acteur est mort. Je trouve ça un peu loin, là, tu sais. Un autre excellent sujet de film, ce sont les jouets maléfiques. On se souvient tous de Chucky, la poupée possédée par l'esprit d'un tueur en série. C'était pas très rassurant. Eh bien, ce qui se passe dans le magasin de jouets de notre prochaine légende a rien de très rassurant non plus. C'était un magasin de jouets antique, quelque part en Californie. Le propriétaire y travaillait seul depuis toujours. Il n'y avait pas le choix. Premièrement, il n'y avait pas assez d'achalandage dans la boutique pour justifier de l'aide. Et deuxièmement, ça risquerait de nuire à la réputation de l'endroit si des employés divulguaient ce qui s'y passait. Car un soir, le proprio était seul en train de faire l'inventaire quand une balle a roulé jusqu'à lui. Il l'a mis de côté et a continué son travail, en restant à l'affût. Un plaisantin était peut-être resté caché dans le magasin. Une autre balle est apparue, suivie de plusieurs autres qui dévalaient l'allée. Celui qui les lançait s'est finalement montré. Un homme d'une vingtaine d'années se tenait devant l'entrée de la cave. Une hache dégoulinante de sang pendant le long de son corps. Il s'est mystérieusement volatilisé. Le proprio croyait avoir rêvé, mais une balle tachée de sang était restée au sol, là où se tenait le jeune homme quelques secondes avant. Le proprio a consulté une médium, qui lui a confirmé que cet homme existait réellement. Il s'agissait en fait du fantôme d'un employé, nommé Johnson, qui travaillait sur le site même du magasin en 1880. À l'époque, c'était un ranch appartenant à la famille Murphy, l'une des familles les plus riches de la côte ouest des États-Unis. Le jeune homme, amoureux de la fille du clan Murphy, avait été mis à la porte sans explication. Quelques jours plus tard, il a été retrouvé mort, le crâne ouvert à coups de hache. La médium avait confirmé au proprio que Johnson resterait toujours inoffensif. Il ne voulait pas de mal à personne. Et les manifestations resteraient toujours très enfantines. C'est ce qui a convaincu le propriétaire, à l'approche de Noël, d'engager une employée pour l'aider quelques heures. Lui avancerait sa comptabilité dans l'arrière-boutique pendant qu'elle ferait l'inventaire. Il ne s'inquiétait pas trop de la présence de Johnson, qui s'était montré assez discret ces derniers temps. Mais après la pause, on découvrira que le fantôme, lui, avait un autre plan derrière la tête. Avant la pause, le propriétaire d'un magasin de jouets antiques réalise qu'un fantôme erre dans sa boutique. Il s'agissait d'un certain Johnson, qui travaillait sur le site même du magasin en 1880. À l'époque, c'était un ranch appartenant à la famille Murphy, l'une des familles les plus riches de la côte ouest américaine. Le jeune homme, amoureux de la fille du clan Murphy, a été retrouvé assassiné à coups de hache. Depuis, son fantôme errait sur les lieux. Ses manifestations resteraient toujours discrètes et inoffensives. Du moins pour un temps. Car l'employé engagé pour faire l'inventaire a eu toute une frousse. Elle était seule en train de classer des jouets et tout était silencieux. Quand soudainement, un cheval à bascule s'est mis à bouger seul. La fille, inquiète, s'est lentement avancée pour l'arrêter. Mais ça ne servait à rien. Plusieurs jouets s'étaient activés, comme s'ils étaient possédés. L'employé, apeuré, s'est précipité vers l'arrière-boutique. Mais au bout de l'allée, Johnson l'attendait, une hache à la main. Car cette nuit-là, il n'avait aucune envie de rester caché. Il avait reconnu celle qu'il avait tant aimée il y a plus de 100 ans, la fille Murphy. Et il n'allait pas repartir sans l'amour de sa vie. Il l'avait déjà perdu une fois, quand le père Murphy l'avait décapité pour l'empêcher d'épouser sa fille unique. Mais la jeune employée n'était évidemment pas la fille Murphy. Mais elle lui ressemblait beaucoup. En fait, elle était son arrière-arrière-petite-fille. Prenons une chose au départ, un fantôme, ça n'attaque pas. Dans le très, très, très rare cas, 1 sur 1 million, si vous voulez, à quel point c'est rare, là, un fantôme, ça n'attaque pas. C'est agressant, parce que quand il se passe des phénomènes, on ne sait pas, c'est chez nous, il n'est pas supposé y avoir personne d'autre que nous autres chez nous. Les objets bougent, il y a des coups frappés, etc.
mais ça n'agresse pas comme tel. Ted Bundy, par exemple, apparaîtra encore au pénitencier de Floride où il a été incarcéré. Il n'a jamais tué un autre détenu. Pourtant, s'il y en a un qui pourrait, là, c'est bien Ted Bundy. Un des plus grands tueurs en série américains pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, mais un fantôme, ça l'attaque pas, encore moins retrouver quelqu'un qui, jadis, il aurait fait du trouble. Le fait qu'un jouet soit, par exemple, possédé, bien, ça le rend doublement sinistre. On n'a qu'à penser, par exemple, à la poupée de clown dans le film Poltergeist, qui effraie le petit garçon. Toute une génération, ma génération, a été terrorisée par les clowns après ce film-là. On pense aussi à la poupée de Chucky dans le film Jeux d'enfants. C'est une poupée, somme toute, banale et qui, lorsqu'elle s'anime et devient effrayante, elle est doublement effrayante du fait que c'est une poupée qui a l'air si anodine le reste du temps. Il y a un autre cas aussi qui est presque amusant. C'est un endroit où les gens entendaient souvent parler, entendaient parfois des rires d'enfants ou des petits pas dans la cuisine, comme un enfant qui court dans la cuisine, mais surtout des rires ou un enfant qui joue quand on... Un petit enfant qui est seul dans son coin en train de jouer. Alors, ils ont fait venir des chasseurs de fantômes pour vérifier le lieu, pour savoir ce qui se passait. Et au moment où... c'est juste cette anecdote-là qui est amusante. Au moment où les chasseurs de fantômes installaient leurs appareils dans la cuisine, il y avait un escalier qui montait à l'étage. Et à un moment donné, il y a une petite balle, une balle de squash probablement, parce que le couple n'avait pas d'enfants, il faut comprendre ça. Donc, il n'y avait pas de jouets d'enfants dans la maison. Mais tout à coup, pendant qu'ils installaient leurs choses, il y a une balle de squash ou une autre balle de ce type-là qui est tombée des escaliers, et qui roulait jusque tout près d'eux. Comme si l'enfant, finalement, qui hantait les lieux, parce que c'est ce qu'ils en ont conclu par la suite, que probablement qu'il y a un enfant qui était décédé dans cette maison-là, probablement que l'enfant leur disait « Venez jouer avec moi » ou quelque chose du genre. Un autre cas intéressant, ça c'est assez fascinant, c'est une maison où il y avait des manifestations assez étranges et assez... bon, toujours un peu les mêmes choses, là, des bruits dans la maison, le sentiment parfois d'être poussé et tout ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à un moment donné, un des chasseurs de fantômes est descendu au sous-sol et il y avait une pièce un peu de débarras dans le fond du sous-sol où il y avait beaucoup de morceaux de bois et tout ça. Puis il se sentait appelé dans cette pièce-là. Il s'est rendu sur place. Et quand il a ouvert la place, il a trouvé un petit, mais très vieux cheval de bois. Et aussitôt qu'il l'a pris dans ses mains, il n'a vraiment pas aimé ce qu'il a ressenti. Il y a quelque chose de bizarre avec ce cheval-là. Il a fait venir les propriétaires. Les propriétaires ont dit « On ne sait pas du tout d'où vient ce cheval-là. » Alors, tout de suite, le chasseur de fantômes leur a dit « Il faut détruire ce cheval de bois-là. » Alors, ils sont sortis dehors, ils ont fait brûler le cheval. Il semblerait que par la suite, les semaines par la suite, que ça s'est apaisé. Alors, ce que certains spécialistes expliquent, il semblerait que parfois, des âmes s'attachent à certains objets, soit parce que ce sont des gens qui ont fabriqué l'objet et qui ont été parfois un peu, soit des esclaves ou des choses comme ça, même des anciens objets qui ont été fabriqués par des esclaves ou des gens dans des situations, ou des jeunes dans des situations très difficiles. Un magasin, comme dans l'histoire du magasin de jouets, aurait intérêt, parfois, certains des magasins auraient intérêt parfois à faire croire qu'il existe des fantômes. Donc, ça attire l'attention, ça fait de la publicité, ce qui fait en sorte que ça peut attirer de la clientèle. Ça s'est déjà vu dans d'autres histoires où des maisons ou des lieux, on a fait croire qu'ils étaient hantés pour attirer l'attention, pour produire des films, pour faire des émissions. Des histoires de maisons hantées, on en a tous entendu. Une photo encadrée qui tombe d'un mur, un courant d'air dans une pièce où toutes les fenêtres sont pourtant fermées, ou des voix qui murmurent dans la nuit. Et même le plus sceptique des sceptiques hésitera avant d'ouvrir la porte d'un placard où il croit entendre des bruits. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais.